Hello tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour les top et flops du mois de septembre. Aujourd'hui, on va parler lecture, podcast, ciné, Netflix, tricot. On est parti sur la lecture. Le premier que j'ai lu en septembre, c'est Babel de R.F. Kuang, mais je vous ai fait une vidéo dédiée à Babel où je fais que de vous parler de Babel pendant... Je crois qu'elle fait une vingtaine de minutes, donc je vais pas vous en reparler maintenant. Je vous mets un petit info machin, allez cliquer là-haut si ça vous intéresse. J'ai pris le temps vraiment de détailler tout ce que j'en pensais, donc je pense que ça sert à rien que je refasse aujourd'hui. Le deuxième que j'ai lu, je ne l'ai plus, mais c'est un gros pavé comme ça, qui s'appelait How to Fall for Her, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est un livre français, francophone, qui a été écrit par Élodie Aude Arnolin, qui est sur Instagram, Booktillaise. Je viens de vérifier là pour être sûr de pas écorcher son nom. C'est le tome 1, il y a écrit après le titre, tome 1, donc je pense, être à peu près sûr qu'il y aura une suite. Donc c'est un roman qu'on pourrait appeler young adult parce que les protagonistes sont, me semble-t-il, tout début de la fac, donc c'est des très jeunes adultes. C'est une histoire entre un garçon et une fille. On commence, lui a le cœur brisé complètement en miettes, il a passé l'été au fond de son lit complètement déprimé, et il y a une nouvelle voisine qui arrive et qui, elle, est très lumineuse, elle s'habille toujours avec des couleurs hyper flashy, hyper pétantes, elle est hyper joyeuse et tout ça, et donc c'est leur histoire, leur rencontre, et il y a des chapitres qu'on voit de son point de vue à elle, et des chapitres qu'on voit de son point de vue à lui. Donc je vous ai dit, c'est quand même une lecture assez longue, je peux pas dire que je sois rentrée à 100% dedans, j'ai pas trouvé ça nul et horrible, au début ça m'a bien plu, mais je l'ai trouvé un peu long, et j'avoue je l'ai pas fini en lisant tout, j'ai accéléré un petit peu la fin, parce que bah, je m'ennuyais un peu, donc peut-être que je pense que je suis peut-être pas la cible. Ensuite, je vais vous faire tous les audiobooks à la fin, je vais faire d'abord ceux que j'ai lus en vrai. Oh, j'ai lu Blue Sisters, alors celui-ci, je l'ai, oh my god, comme j'ai trop aimé. Déjà la couverture je la trouve très très jolie. C'est un livre de Coco Mellors, je crois qu'il n'est pas encore sorti en français, mais si vous lisez en anglais, vraiment je vous le conseille. Petit trigger warning pour celui-ci, on évoque la mort d'un proche, le deuil et tout ça, donc si c'est pas pour vous aujourd'hui, n'hésitez pas à faire un petit saut vers le timecode que je vous indique pour passer au livre suivant. Donc les Blue Sisters, ce sont 4 sœurs, et on les suit. Pour le coup, c'est des chapitres où on suit chacune, donc on voit le point de vue de chacune par rapport au déroulé de l'histoire. Et on apprend, c'est pas vraiment un spoil parce que c'est dès le prologue en fait, qu'il y en a une des 4 qui est morte l'année d'avant. Et donc on suit les 3 sœurs qui gèrent leur peine, qui gèrent leur deuil, qui gèrent leur relation avec ce nouvel équilibre, qui gèrent leur vie personnelle, leur travail, et franchement, j'ai trouvé ça trop bien. Alors, j'allais dire c'est pas ultra gay, c'est pas non plus larmoyant tout le long parce que ça parle de plein d'autres choses. Il y en a une qui est boxeuse de haut niveau, il y en a une qui est mannequin et il y en a une qui est, je crois, avocate. Et on suit leur vie professionnelle et aussi leur vie perso, avec leurs amis, dans leur couple et tout ça. Donc c'est pas que oh mon dieu, c'est hyper dur le deuil. Il y a quand même des moments poignants et tristes, mais la façon dont les personnages sont présentés, on s'attache très très vite à elles. Pour vous dire, moi dès le prologue, j'étais déjà dans l'histoire en fait, j'ai déjà eu ma larme à l'œil. Il y a quand même plein de références qui sont légères ou rigolotes, où voilà, on les suit, elles font, quand elles sont plus jeunes, quand elles font la fête et tout ça, des souvenirs pas que tristes et larmoyants, mais j'ai trop aimé, c'était vraiment une super jolie lecture. Ensuite, j'ai lu en anglais, c'est A Closed and Common Orbit de Becky Chambers, et je ne connais pas le titre en français, mais je vous le mettrai quelque part. Et je vais vous mettre la couverture française là aussi. C'est le deuxième tome du... Alors, je croyais que c'était une trilogie, mais je crois qu'il y en a un 4e qui vient de sortir. Ça s'appelle en anglais Wayfarer, et en français, Les Voyageurs. Le 1, qui s'appelle L'espace d'un an en français, j'avais adoré. C'était un peu un roman choral où on suit plein de personnages dans l'espace, et moi qui suis pas très science-fiction, c'était juste le degré de science-fiction qui me va très bien, c'est-à-dire que c'est pas tout le principe de l'histoire de parler à fond de science-fiction. C'est, on parle de personnages et il se trouve qu'on est dans l'espace et qu'il y en a qui sont d'espèces différentes, mais voilà, c'est pas un détail, mais c'est pas
ça prend pas toute la place quoi. Et donc j'avais adoré, les personnages étaient top et tout, donc n'hésitez pas à le lire si ça vous dit. Et par contre, soyez prêts et prêtes si vous voulez lire les autres, on n'est plus du tout avec les mêmes personnages, ni sur le vaisseau du premier. C'est-à-dire que le 2, on suit deux personnages, une qu'on voit 2 fois, je crois, dans le premier, et une qu'on voit tout à la fin du premier, et c'est le début de son histoire dans le deuxième. Donc c'est des personnages très 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 secondaires dans le premier. J'ai bien aimé, mais quand même moins que le premier, parce que le premier c'était un méga coup de cœur. Pour vous dire l'histoire, on est quand même dans le même univers, c'est la même galaxie et tout que dans le premier. Et là, alors comment vous raconter sans vous spoiler? On suit deux personnages. Il y a un personnage qui s'appelle Pepper, et qui est... elle répare plein de trucs, des circuits informatiques, des robots, voilà, tous les trucs. C'est un univers où on peut s'augmenter avec la technologie, on peut se mettre un œil super bionique, voilà, plein de choses. Donc elle est spécialiste là-dedans. Et l'autre personnage, c'est une intelligence artificielle qui a décidé d'intégrer ce qu'ils appellent un kit, c'est-à-dire un corps où tout le monde pense que c'est une humaine, sauf que c'est une intelligence artificielle dans un kit. Et c'est illégal de faire ça, donc faut pas qu'elle se fasse prendre. Et donc elles deux commencent le voyage en quittant le vaisseau du tome 1, et elles arrivent sur Port Coriol, qui est le lieu où elles habitent, et on les suit, voilà. Les 100 premières pages, j'avoue, j'ai eu du mal à rentrer dedans, parce que dans le 1, premier paragraphe, j'étais à fond dedans, donc je m'attendais à la même chose, et là, à la page 60, j'étais là, waouh, il se passe pas grand chose, c'est un peu... Et en fait, faut vraiment... moi, je me force à chaque fois, je me dis, si à la page 100, vraiment, t'as pas envie, tu continues pas. La page 100, j'étais là, ok, et en fait, ça commence limite page 102, un truc comme ça. Donc, ça m'a emporté, et les 100 dernières pages sont vraiment sympas. Donc voilà, bonne lecture aussi, pas coup de cœur, mais j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai lu des BD, j'ai lu plein de BD ce mois-ci, et des BD trop bien. La première, elle s'appelle Éclore de Aude Mermillot. Aude Mermillot, si vous lisez des BD, elle avait illustré Le cœur des femmes de Martin Winkler. Je vais vous montrer juste une page pour que vous voyez le style de dessin que c'est, sans spoiler, une page du début. C'est ce genre de dessin, il y a des très jolies illustrations. Donc, on suit, c'est une autobiographie, on suit le voyage dans l'intimité, vraiment l'intimité, parce qu'elle parle de sa sexualité, de l'autrice, et donc on suit son parcours de l'adolescence jusqu'à quasiment aujourd'hui, avec son lot d'expériences traumatiques, et d'expériences magnifiques, et d'expériences aussi sentimentales. J'ai bien aimé, ça se lit assez vite, et je l'ai trouvé assez joli. Après, comme les deux autres que j'ai lus, c'est des méga coups de cœur, celle-ci, je l'ai bien aimée, mais c'est vrai que je vais en parler avec moins d'enthousiasme absolu que les deux suivantes. Donc, bonne lecture quand même, c'est un bon pavé, et la couverture et les illustrations sont très jolies, mais les autres m'ont plus parlé. Donc la suivante, c'est Impénétrable de Alix Garin. Celle-ci, ce que j'ai adoré, c'est que j'ai ri et j'ai pleuré. Donc ça, déjà, quand on a des émotions vraiment corporelles sur un livre, c'est plutôt bon signe. Pareil, elle est assez lourde, je la tiens à bout de bras là, mais vraiment, elle est assez costaud. Et les dessins sont assez différents. Un peu pareil, une page où il y a un grand dessin et puis de l'autre des cases. Il y a aussi des pages plus sombres, hein. Mais au final, je pense que je m'y reconnais plus, notamment parce que les expressions comme la surprise ou les trucs drôles sont plus exagérés, et je sais pas, ça m'a permis de peut-être plus rentrer dedans. Donc là, on suit Alix, c'est aussi quelque chose d'autobiographique, et ça part de sa relation de couple avec son petit ami du début de l'histoire. C'est aussi axé sur la sexualité. Ça part un peu de ses recherches par rapport à des douleurs quand elle a des rapports sexuels. Donc on aborde le vaginisme, on aborde tout ce qu'elle met en place pour essayer de s'en guérir, avec le MDR, avec des psys, etc. Et son parcours pour surmonter ça. Et il y a vraiment beaucoup de questionnements perso, il y a des questionnements par rapport à son couple, à se mettre en priorité par rapport à l'identité du couple, etc. Et je l'ai trouvé ultra touchant, vraiment très très joli. Je sais pas comment vous dire par rapport aux sensations, j'ai trouvé que les dessins traduisaient hyper bien les sensations, que ce soit
de agréable ou désagréable, que ce soit la douleur, la surprise, etc. Vraiment trop bien. Et la dernière, attention, contenu sensible, on va parler de violence sexuelle et de violence sexuelle intrafamiliale, donc si c'est pas pour vous, je vous mets le timecode vers lequel vous pouvez aller pour passer cette partie. C'est pas vraiment une BD, mais c'est un livre illustré, mais si, c'est un peu une BD quand même. Ce que Cécile sait, journal de sortie d'inceste de Cécile C, C-E-E. Celui-ci, c'est un... Alors, ça se présente comme un journal, comme si c'était votre cahier, il y a le petit élastique. Il y a des pages où c'est vraiment dessiné, et ce que j'adore, c'est que c'est du crayon de couleur, ça paraît hyper simple, mais ça va, c'est droit au but. Et il y a aussi, pour vous montrer, des pages avec des explications où il y a seulement du texte en fait, des choses qui sont développées, expliquées, explicitées, etc. Alors celui-ci, le sujet est particulièrement difficile et compliqué. Elle explique, en partant de son expérience, de son vécu, le système de l'inceste. C'est tellement important en fait de repérer tous ces mécanismes, et c'est des choses... Alors elle le fait, elle a un compte Instagram qui est génial, si vous la connaissez pas encore, allez-y, suivez-la. Et il y a des choses qu'elle avait mis sur Instagram qui sont reprises là, mais moi j'ai pas eu l'impression de dire des doublons, c'est vraiment complété, et lecture nécessaire, je pense, pareil, à lire, à relire, prendre des notes et tout ça, parce que c'est important pour protéger les enfants, mais pas que, pour protéger aussi les adultes. Ensuite, j'ai aussi beaucoup écouté d'audiobooks ce mois-ci. Alors, le premier, c'était White Teeth de Zadie Smith, qui s'appelle aussi White Teeth en anglais, en français il me semble, qui est sorti il y a un petit moment, c'est pas une nouveauté du tout. Et c'est présenté... En fait, je l'ai lu parce que j'en ai entendu parler dans une vidéo de Jack Edwards, qui est mon youtubeur livre préféré, chouchou, dont je vous ai déjà parlé plein de fois. Et il disait que quand il demande à ses auteurs ou autrices préférés qui est votre auteur ou autrice préférée, c'est un peu toujours les 3 mêmes livres qui ressortent, dont Zadie Smith, White Teeth. Et je me suis dit, apparemment il faut le lire, c'est vraiment un monument de la littérature, et je n'ai pas du tout aimé, mais pas du tout. Ça m'a complètement perdue en fait, je l'ai même pas fini, j'ai écouté, je crois qu'il fait 11 ou 12 heures en audiobook, et j'ai écouté 4 heures, et j'en avais... Franchement, j'écoutais sans être impliquée, juste pour l'écouter, donc au bout d'un moment je me suis dit, bon, c'est peut-être pas la peine de continuer. On suit 2 amis, et ces 2 hommes qui ont une 60aine d'années, je crois, qui sont des vétérans de guerre. Oui, ils se sont rencontrés en fait en faisant la guerre ensemble, donc ça a créé un lien très très fort entre eux. Et on fait des sauts dans le temps de leur jeunesse, comment ils ont rencontré leur première femme, ou la suivante, qu'est-ce qu'ils ont fait, où ils travaillaient et tout ça. Et en fait, c'est pas tant l'histoire qui m'a déplu, mais c'est surtout le procédé de narration, c'est-à-dire qu'on a des infos sur absolument tous les personnages qu'on croise, et des infos très très précises, c'est-à-dire qu'à un moment, je vous dis n'importe quoi, ils vont chez le cordonnier, on a quand même 2-3 pages sur la vie du cordonnier, et on repart, et en fait, on a l'impression que c'est à chaque fois... un peu le système de, vous voyez, un chat qui voit une mouche et qui... Ah, tiens, il suit par là. Ah, tiens, il y a une fleur. Ah, tiens. Donc ça part un peu dans tous les sens, et au bout d'un moment, on revient au truc, mais moi, ce qui me perturbe là-dedans, c'est que quand on commence à me donner des infos un peu précises sur un personnage, je me dis, bon, ce personnage doit être important, donc je commence à m'investir un peu, et puis en fait, non, on le voit plus jamais. Et donc, celui d'après, où on commence à me le présenter, je me dis, bon, je m'investis pas du tout. Ah si, en fait, celui-là, il va rester... Puis le suivant, enfin, je sais pas, je me suis dit, il y a vraiment tellement de trucs où ça n'apporte rien, en fait, à l'histoire, à part plein de portraits, mais à la limite, ce serait plein de portraits, ce serait une chose, mais là, on suit quand même une histoire centrale, et il y a plein de portraits autour, enfin, je sais pas, j'ai pas accroché du tout. Alors, si jamais vous l'avez lu, et que c'était un chef-d'œuvre sur la 2e moitié, et que vraiment, il faut que je m'y remette, n'hésitez pas à me le dire, mais sinon, je suis vraiment passée à côté. Ensuite, j'ai écouté un livre qui s'appelle A Memoir de Viola Davis. Viola Davis, c'est une actrice hollywoodienne qui a joué... elle a joué dans des séries aussi. En français, le titre c'est Murder, How to Get Away with Murder, où elle fait une grande avocate, prof à l'université. Elle a joué dans La couleur des sentiments. Et elle a vraiment explosé. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle a explosé, elle devait avoir la quarantaine. Donc, elle nous raconte son parcours, et en plus, c'est elle qui lit
Donc ça donne vraiment une saveur assez particulière. Elle nous raconte son parcours de son enfance à aujourd'hui, donc à Hollywood, où elle est amie avec George Clooney et elle va aux Oscars. Et en fait, elle a grandi dans la pauvreté complète, et la pauvreté au sens pas à manger tous les jours, pas de chauffage, pas nécessairement l'eau courante selon les maisons où elle allait, beaucoup de violence, racisme, sexisme, violence qui entoure de partout. Et donc on a ce parcours-là d'enfance, adolescence, jeune adulte, le début de ses débuts d'actrice, beaucoup au théâtre, ensuite des tout petits rôles, ensuite des plus grands rôles, et ensuite vraiment, et sa partie succès, gossip, star, tout ça, ça prend une toute petite partie à la fin, c'est vraiment pas ce qu'elle développe le plus. Bah, c'est une actrice que j'aime bien, donc j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je sais pas du tout s'il est sorti en français, je vais essayer de regarder, vous entendrez un petit peu de bruit là, parce que voilà, il y a du... Bonjour. Bonjour. Ensuite j'ai écouté plutôt The Summer I Turned Pretty. Alors celui-ci, clairement, peut-être que si je l'avais lu à 14-15 ans, j'aurais été à fond, parce que c'est très... comment vous dire, les sentiments de pré-ado, quoi. Genre, oh, il m'a regardé, oh mon dieu, mais qu'est-ce que je dois dire, mais je veux faire genre que je l'aime pas, mais en fait je l'aime bien. Tous les étés, elle va en vacances dans une grande maison avec sa mère et son frère, et elle retrouve la meilleure amie de sa mère, et ses deux fils qui ont à peu près l'âge des enfants. Et alors pour le coup là, j'ai trouvé qu'il y avait un peu des clichés. Elle est un peu agaçante au bout d'un moment, j'ai trouvé personnellement. Encore une fois, je l'aurais lu à 14 ans, je pense que j'aurais trop aimé, mais ouais, c'est too much. Et alors l'actrice qui a lu le livre, en fait, c'est celle qui... ça a été tourné en série, et c'est l'actrice de la série. Et en fait, il y avait un petit truc un peu énervant aussi, c'est qu'elle jouait beaucoup le « oh, je suis cute », elle disait beaucoup de choses avec beaucoup de sourire, c'est un peu... Voilà, c'était très joué comme ça sur je l'ai vu arriver, mais il a pas vu que je le voyais ». Voilà, donc ça a rajouté un peu une couche de trop adolescent pour moi, vraiment. Autant j'adore lire des trucs young adult, autant là, c'était vraiment trop que ça. Et le dernier que j'ai lu, toujours en young adult, il s'appelle Felix Ever After, c'est de Kassen Callender, et celui-ci, c'est... donc on suit Félix, qui est un garçon trans de 17 ans, et il est en camp d'été d'art, donc à son école, ils font des stages l'été pour continuer et s'améliorer en art. Et donc on suit son été, il y a son meilleur ami, Ezra, il y a un garçon dans la classe où il y a une histoire qui fait que avec Ezra, il l'aime pas trop et le garçon ne les aime pas trop non plus. Et on a aussi son histoire, il habite avec son père, qui de temps en temps le met genre et l'appelle par son dead name, et sa mère qui n'est plus du tout en contact avec lui, qui a refait une autre famille ailleurs et qui ne le contacte absolument jamais. Et donc on suit Félix dans cet été-là. Félix n'a jamais été amoureux, il n'a jamais embrassé personne et tout, et il attend que ça. Et donc on suit cet été-là, et il y a beaucoup de questions sur son identité. Il y a beaucoup le lien à la famille par son histoire à lui, mais l'histoire aussi des autres personnages. Il y a le rapport à la création, à l'art, à l'inspiration, à la motivation. Il y a le rapport à l'amitié, le rapport à l'amour, qu'est-ce qu'on fait pas, les réseaux sociaux et tout. J'ai trouvé ça vraiment pas mal. Je me suis bien attachée à Félix, j'avais envie de savoir ce qui allait arriver. C'est pas mon coup de cœur de fou de toute la vie, mais c'était une très bonne lecture. Ça m'a fait plaisir d'aller jusqu'au bout. Et le dernier papier dont je voulais vous parler, je l'ai pas encore fini, j'en suis à la moitié, mais comme je trouve aussi que c'est une lecture importante, je voudrais vous le présenter. C'est Estelle Depris, Mécanique du privilège blanc, comment l'identifier et le déjouer. Et il est hyper bien fait, c'est-à-dire que, hop, j'enlève mon stabilo que j'ai à l'intérieur parce que je surligne des trucs. En fait, vous avez des chapitres comme ça où ça vous explique des choses, la théorie et tout. Et ce que je trouve hyper bien, c'est que à la fin du chapitre, vous avez un résumé, vraiment, les gros plans. Alors moi, je commençais comme je vous l'ai dit, à stabiloter avant plein de passages, et en fait, c'est résumé déjà pour vous à la fin, donc ça, c'est un bon point. C'est écrit beaucoup plus gros, et tout ce qui est important est
est mis en avant. Vous avez aussi des ressources pour aller plus loin, des choses, des documentaires, des podcasts à écouter et tout. Et de temps en temps, vous avez les phrases choc qui sont écrites en gros, en rose, et ça donne un peu envie d'en faire des posters. Il y a aussi ce que j'aime bien, ça, c'est des pages un peu tuto. Comment réagir si ça, que faire si on vous dit que ça, quoi ne pas faire si on vous dit que ça et tout. Donc Estelle Deprix, oui je l'ai pas dit, elle a aussi un compte Instagram qui est hyper bien, qui s'appelle Semblant de rien. Si vous la suivez pas encore, vraiment allez-y, sur l'éducation à l'antiracisme, c'est trop bien, elle fait un travail exceptionnel. Et donc c'est un livre qui s'adresse aux personnes blanches, donc ça permet à la fois de se rendre compte de l'ampleur du problème, mais aussi des choses que nous on peut faire sans s'en rendre compte, des choses dont nous on n'a pas conscience, des choses qu'on peut éviter de faire, qu'on doit faire, voilà, c'est plein de choses très concrètes. Et en même temps, ça parle aussi de plein de choses historiques, de recherches, d'autres livres, de films, etc. Je vous en reparlerai quand je l'aurai fini, mais vraiment, déjà le début est vraiment très bien. Je continue avec les podcasts. La dernière fois, j'avais oublié je l'ai écouté en août, mais j'ai complètement oublié de vous en parler. Un épisode des couilles sur la table sur le sport et le sport genré, en fait, pourquoi et comment est-ce que on genre le sport, c'est-à-dire que l'exemple où je me suis dit bah oui, pourquoi, tiens, en lancer de marteau, les hommes lancent un marteau de 7 kg et les femmes un marteau de 4 kg. Et ben qui a décidé ça? Pourquoi? Comment? Quel est évidemment c'est bien plus compliqué que les hommes sont plus forts donc ils peuvent lancer plus fort, hein. C'est beaucoup de choses sociologiques, historiques, des préjugés, des calculs aussi avec un but particulier et tout, et faut que je le réécoute d'ailleurs parce que je pense qu'il y a plein d'articulations, faudrait que je prenne des notes pour vraiment les visualiser plus clairement, mais c'est vraiment trop bien, trop intéressant. Ensuite, j'ai écouté une nouvelle, je sais pas de quand elle date d'ailleurs, mais une série dans Le Cœur sur la table, qui s'appelle Marie et les œufs en neige. Quand je l'avais vu passer, Marie qui veut faire congeler ses ovocytes pour le cas où elle veut avoir des enfants, je sais pas, j'étais pas à fond pour écouter ça, puis en fait je me suis dit allez, quand même, en général les documentaires des cœurs sur la table et les couilles sur la table c'est plutôt bien fait, donc je vais écouter, et en fait pareil, pépite, c'était trop bien. Déjà elle est très marrante, bon c'est aussi très touchant et il y a des moments tristes, mais elle parle de ça, de est-ce que je fais congeler mes ovocytes, est-ce que je veux des enfants, est-ce que je veux pas d'enfants, pourquoi, comment, pourquoi j'en ai pas encore, mes relations amoureuses, elle va parler à des ex, le pourquoi du comment, et en fait on s'attache énormément à Marie, on a envie de comprendre, de savoir, de l'accompagner, et c'était trop bien. Et enfin chez Passage, j'en ai écouté deux, que j'ai trouvé pas mal. Il y en a un qui s'appelle Les deux pères mystères et l'autre qui s'appelle Aimer, tomber, prier. Et je vais pas vous en dire plus parce que je trouve que justement Passage, ce qui est assez sympa, c'est de plonger dans des histoires sans rien savoir, et c'est juste des gens qui vous parlent. Ensuite, au cinéma, alors j'ai enfin vu, j'ai envie de dire, il est sorti l'année dernière je crois, Pauvre créature de... j'oublie toujours le nom de ce réalisateur, mais je vous le mettrai quelque part. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce film? Il est tellement bizarre, il est tellement chelou. J'ai pas vraiment accroché, je pense que le sujet, je le trouve trop bizarre pour rentrer dedans. En gros, déjà c'est filmé de façon très originale, mais j'avais vu, il a fait avant Le Lobster et La Favorite, et je les avais bien aimés. Donc c'est pas forcément le fait que ce soit filmé bizarrement qui me dérange, parce que c'est déjà filmé bizarrement dans ceux d'avant. Des fois ça fait un peu un effet fisheye, les décors sont très exagérés, très beaux mais très exagérés, les tenues aussi, c'est toujours très spectaculaire. Et c'est pas tant la façon dont c'est filmé que ça j'ai plutôt bien aimé, c'est plutôt le fond de l'histoire où j'ai trouvé ça un peu glauque dès le départ. En fait, on est un peu sur un savant fou qui a un peu une tête de Frankenstein, il est découpé, voilà, il a, je sais pas, une soixantaine d'années. Est-ce que je vous spoil si je vous raconte ça? Non, je crois pas, c'est quand même le début du film, mais il a fait un peu une expérience style Frankenstein, et pour vous la faire courte, pour pas tout vous dire, il a mis le cerveau d'un bébé dans le corps d'une femme adulte. Et donc, on commence le film avec cette femme adulte qui parle à peine, qui marche, elle est pas très sûre d'elle et tout, enfin, vraiment comme si c'était un bébé un peu. Et
il enregistre son évolution, il l'accompagne, il la regarde grandir, il analyse, enfin c'est un peu le côté savant fou qui fait cette expérience sur cette femme, et au fur et à mesure du film, bah, elle grandit, elle commence à parler normalement, à avoir... Voilà, et elle veut faire l'expérience de la vie par elle-même. Toutes les expériences qu'elle fait, c'est très très chelou. Il y a des choses assez crues, il y a des personnages autour d'elle qui sont pas très bienveillants. Je sais pas, je l'ai regardé un peu, genre, un peu gênée tout le long, je pense. C'est ça qui m'a embêtée, j'aime pas trop être mal à l'aise. Ouais, il m'a un peu dérangée. Et j'ai vu avant-hier le Joker, je crois qu'il s'appelle Danse à deux, je sais plus, avec Joaquin Phoenix qui était déjà dans le précédent Joker de Todd Phillips, et Lady Gaga. Et j'avais bien aimé le premier, j'étais assez bien rentrée dedans, c'est lent et l'image est très belle, mais j'étais bien rentrée dedans. Et là, pas du tout. Au bout de, je pense, 3/4 d'heure, j'ai commencé à regarder ma montre, et je l'ai regardé à peu près toutes les 2-3 minutes après ça. Non, ça m'a ennuyée, j'ai trouvé ça long, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas tellement d'histoire, j'ai pas tellement compris les relations entre les deux personnages, ouais, bof. J'ai un peu de mal aussi avec les personnages qui se disent bonjour et qui sont amoureux, après, sans rien connaître vraiment l'un de l'autre, ou sans s'être côtoyés du tout. Même si je sais que c'est un univers un peu... Et il y a le petit côté comédie musicale, que pareil, j'ai pas compris, je pense qu'il y avait un sens, un truc à analyser, de rêve, réalité, je sais pas quoi, et pas du tout. Ça faisait un peu cheveux sur la soupe, et surtout, à part les moments où ça chante, bah, il se passe pas grand chose et ça parle pas beaucoup, donc non, j'ai pas aimé du tout. Ensuite, sur Netflix, alors j'ai regardé des documentaires sur le sport, une série c'est une série documentaire qui s'appelle Untold. Je vous en ai déjà parlé parce qu'il y avait des épisodes l'année dernière et peut-être l'année d'avant déjà, et là il y a eu des nouveaux épisodes, j'en ai regardé 3. Le premier c'est Hope Solo, This is Soccer. Donc là c'est sur le football féminin, et une footballeuse qui s'appelle Hope Solo du coup, qui était gardienne de but dans l'équipe nationale américaine, et son parcours. Et elle a été complètement évincée de la ligue, et on comprend le pourquoi du comment. On a sa version, on a la version de la ligue, je l'ai trouvé trop bien. Le deuxième c'est The Sign Stealer, et celui-là aussi je l'ai trouvé trop bien. C'est sur le football américain, et en fait dans le football américain il y a 12 000 stratégies, codes qui sont anticipés, nanana, et donc les coachs qui sont sur le côté, comme il y a 12 milliards de joueurs, ils font des signes au quarterback qui communique avec l'équipe de « ok, on va faire telle stratégie dans le coup qui arrive ». Et en fait, dans l'équipe adverse, il n'y a pas de loi qui interdit à quelqu'un de regarder les signes et de les comprendre ou de les analyser pour pouvoir les appliquer au jeu d'après. Et donc là, on suit un garçon, enfin maintenant c'est je sais pas, il doit avoir 45 ans, qui nous explique ses tout débuts de Sign Stealer, sauf que lui, il est devenu obsessionnel sur le truc, et il s'est fait une base de données mais incroyable, et il a commencé à faire des trucs qui, là, n'étaient plus permis par le règlement, et donc on suit son évolution à lui, c'était hyper bien. Et le dernier, c'était Johnny Football, donc là on est encore dans le football américain, et c'est... son surnom c'est Johnny Football, c'était devenu une icône, mais une saison, c'est le parcours d'un très jeune adolescent, enfin lycéen quoi, qui à son arrivée à la fac, ça se passe comment? Ouais, première année de fac, il cartonne en football américain, et en fait il fait une année spectaculaire, et patatras, et on suit un peu son parcours. C'est presque plus un documentaire sur la civilisation des médias, sur le système du sport universitaire où les athlètes sont pas payés, nanana. Je sais pas si ça a changé depuis, mais en tout cas à son époque c'était comme ça. Toute l'interrogation de ce documentaire, c'est que lui, en fait, a été tellement bon dans un club qui était jusque-là très très moyen, qu'il a ramené une tonne d'argent à son club, à son école, en vente de maillots, en droits télé, en pub, en tout ce que vous voulez, et sauf que lui, il touchait 0. Et donc, il était frustré, il voulait la good life, et voilà, ça part un peu de ça. C'était aussi hyper intéressant. Et ensuite, j'ai regardé un... Alors, c'est pas un documentaire, est-ce que c'est un documentaire? Si, c'est un film, je pense que c'est un film documentaire, qui s'appelle Will et Harper, et je sais pas trop quoi en penser de celui-ci.
On suit le comédien américain Will Ferrell qui est dans la grosse comédie américaine. Il a été longtemps au Saturday Night Live, l'émission humoristique. J'aurais pu quoi vous dire, il a fait un film, je crois que c'était sur Netflix, Eurovision et tout. C'est très potage, très voilà, très américain et tout. Et aujourd'hui, il a peut-être 50-60 ans. Et pendant toutes ces années où il a été humoriste et tout, il a été avec un de ses auteurs et ils sont devenus amis. Et cet ami, à 55 ans, un jour lui envoie un mail pour lui dire bah voilà, je fais ma transition, je m'appelle comme ça et mes pronoms sont elle et voilà. C'est un mail un peu plus long que ça évidemment, mais... Et donc lui propose à cet ami de partir en road trip parce que c'est une amie qui de tout temps a fait ça, donc road trip à travers les États-Unis dans les États un peu perdus et tout. Sauf que à l'époque elle le faisait quand elle était perçue comme un homme et donc elle s'arrêtait dans des boui-boui un peu vraiment perdus. Et sauf qu'aujourd'hui elle se dit est-ce que je pourrais encore le faire sans avoir peur pour ma sécurité notamment. Et donc ils partent en road trip et on suit ce road trip qui est alors très là où je dis est-ce que c'est un documentaire ou pas, c'est que c'est très produit, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un les suit avec un caméscope, hein. Il y a plein de caméras, je pense que c'est organisé, calculé, joué, mis en scène et tout. Et c'est ça qui me gêne un peu. Et il y a un petit côté Will Ferrell veut nous montrer que c'est un bon ami, mais en même temps il y a des choses qui sont dites sur la transidentité, notamment de transitionner un peu sur le tard comme ça, sur le rapport au corps, à l'apparence, à la sécurité, que j'ai trouvé hyper touchante, mais il y a quand même le côté un peu potage qui ressort de temps... Enfin, c'est un mélange des genres qui est un peu bizarre. Après, je me suis dit que si elle l'avait... vu d'un côté négatif, bah, elle aurait pas accepté d'y participer, ou que ce soit diffusé, ou que ce soit produit. Enfin, je pense qu'il y a plein d'étapes où on peut arrêter un projet, ou le modifier. Et je l'ai vu, elle en faisait la promotion sur les plateaux télé et tout. Donc j'imagine qu'elle est ok avec le contenu voilà, qui est présenté. En le lançant, je me suis dit bah, j'arrête au bout d'un quart d'heure si ça me saoule, et j'ai quand même tout regardé. Il y a plein de moments où j'ai bien pleuré, mais je sais pas trop quoi en faire, au final. Ensuite, je voulais vous parler de tricot, bien sûr, puisque je porte ce pull que j'ai enfin fini. Tada! Alors, il est comme ça, comme d'hab, vous voyez pas trop les paillettes qui se cachent dans chaque rang qui ressort. Là. Juste le petit truc, c'est que pour le tout bas, eh bien je n'avais plus de laine comme ça. Je suis arrivée, j'aurais pas pu faire tout le tour en fait avec cette laine. Donc j'ai pris un reste d'une autre laine rose que j'avais, sauf que c'est pas tout à fait le même rose, donc si vous regardez bien, la ligne du bas, c'est un rose un peu plus vif. Honnêtement, je le porte comme ça, donc ça ne se voit pas, comment qu'il sait, mais je suis très contente de ce résultat. C'est toujours, je vous mets les références de la laine, du modèle et tout dans la barre d'infos, mais je le porte avec plaisir, il ne gratte pas du tout, ça c'est génial. Il est bien chaud, il est un peu joli avec ses paillettes, je suis très très contente de cette réalisation qui ne m'a pris que 6 mois. Et donc comme j'ai fini celui-ci, j'en ai forcément commencé un autre. Alors, l'autre, il s'appelle... Alors, c'est le Butterfly Sweater, mais je sais plus... Ah, si, Charlotte Sometimes, la designeuse, qu'on peut trouver sur Ravelry. Et c'est très très vaporeux. Ça ressemble à ça. C'est tricoté en rond. C'est ce qu'on appelle un bottom-up, c'est-à-dire qu'on commence par ce qui sera autour des hanches, et ensuite on remonte. Et en fait, c'est une laine assez fine, mais avec des grosses aiguilles, ce qui donne ce côté, vous voyez, un peu pas transparent, mais c'est des grosses mailles. Voilà. Après, c'est de la laine très très chaude, donc je me dis que c'est pas mal, parce que quand on tricote avec des grosses aiguilles, ça va beaucoup plus vite. Là, j'ai déjà un bon morceau, alors que j'y ai pas passé beaucoup de temps, donc c'est assez cool. La laine utilisée, c'est pour la jaune, c'est de la Ombelle de chez Fonty, et pour la blanche, c'est de la Kid Opal de chez Fonty, et j'ai mis 2 fils ensemble pour que ce soit un petit peu plus épais. Et Monsieur Blush attaque, lui, le même, mais en version corail, ça c'est de la Ombelle de Fonty aussi, et en monochrome. Et Monsieur Blush attaque celui-ci parce qu'il a presque... Enfin, s'il a fini sa partie, et je dois maintenant rentrer les fils parce que c'est quand même un travail d'équipe. Celui-ci qui s'appelait le Montpellier Slipover de... C'était Petite Knit ou pas du tout?
je sais pas, de je sais plus quelle designeuse, mais je vous le noterai quelque part. Donc un petit pull sans manches, avec sur les côtés, un peu, pas des côtes, mais franchement c'est trop beau, il est trop bien réussi. Avec, vous voyez pas non plus, mais c'est pas grave, il y a un tout petit fil un peu doré dans la laine, donc ça fait pas des paillettes, mais ça brille un tout petit peu. Et en bas les côtes, et donc là il reste juste, entre guillemets, tous les fils à rentrer. J'ai un peu commencé, et puis la fin aussi, il reste quelques mailles à fermer, il y a encore les aiguilles à tricoter qui pendouillent, mais je le trouve très très beau, je l'ai essayé, il est top, il est ultra chaud, et je pense que je vais beaucoup le porter, donc voilà, celui-là très très cool aussi. Et ça y est, j'ai terminé, j'espère que ça a pu vous intéresser, n'hésitez pas à me donner vos favoris et vos pas favoris du tout aussi, pourquoi pas en parler de ce qu'on n'a pas aimé aussi dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la prochaine, ciao!